Donc aujourd'hui, je vais commencer. Ouais, c'est tout bon. Je vais. Le cours, il va être rapide. C'est un peu la suite des masses ressorts. Comme ça fait des rappels d'hier, entre guillemets. Et après, on va passer sur le code. Alors, comme je réessayerai le partage de mon écran, mais hier, ça marchait pas. Et j'avoue que hier soir, j'ai pas regardé. En fait, non, je peux même pas savoir si vous le voyez ou pas. Et donc, si ça marche pas, on se mettra sur Discord après pour faire le partage d'écran et vous montrer le code du TP. Ok pour tout le monde. Euh, D'accord. Donc chapitre 4, c'était les systèmes mass ressort un peu plus avancés. Donc hier, je vous ai fait le cours sur quelles sont les étapes de la boucle de simulation. Je ne sais plus si je les ai remis d'ailleurs. Bon, je le refais. J'ai écrit sur mon papier la boucle de simulation. La première chose à faire, c'est calculer les forces qui sont appliquées sur l'objet qu'on veut simuler. À partir de là, on a Newton qui nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et du coup, on en déduit les accélérations. Donc, c'est les forces sur les masses. Donc, le deuxième calcul qu'on peut faire. Ces calculs-là, ils sont faits à un instant T. Donc, à un instant TI. Et à partir de là, on peut intégrer les accélérations pour obtenir les nouvelles vitesses au temps TI plus 1. Avec les schémas d'intégration qu'on a vus hier. Donc, par exemple, je marque là un exemple où, en connaissant la vitesse au temps TI plus 1, ah oui, j'ai oublié d'enregistrer encore. Bon, tant pis. Eh ben, j'en déduis la nouvelle vitesse. Donc, connaissant la vitesse au temps TI et l'accélération au temps TI, je connais la vitesse au temps TI plus 1. Et puis pareil, je fais pareil pour les accélérations, je peux obtenir pour les positions, je peux obtenir la nouvelle position en connaissant l'ancienne position et la vitesse. D'accord? Et donc, avant toute chose, hein, le temps c'est quelque chose de continu et donc on l'a discrétisé en un certain nombre de, de temps intermédiaires. Et entre chacun des temps, là, donc le temps c'est quelque chose de continu, j'ai discrétisé en un certain nombre de temps intermédiaires, c'est mes petites barres, et entre deux, c'est des intervalles de temps h, qui est un paramètre de la simulation hein, qu'on peut varier. Et selon la méthode, d'ailleurs, on peut le prendre plus ou moins grand. Donc voilà la boucle de simulation. Je calcule les forces qui sont appliquées sur mon objet. Donc les forces, ça peut être la force de gravité, ça peut être du vent, vous faites une sinusoïdale par exemple, qui est appliquée sur l'objet. Et après, c'est les forces internes à l'objet. Donc, par exemple, système masse-ressort, bah, ça va être les forces dues à des ressorts. À partir de là, je calcule l'accélération. Donc, c'est les forces divisées par la masse. J'ai des accélérations au temps TI, méthode d'intégration numérique qui nous permet donc de faire le calcul de l'intégrale de l'accélération pour obtenir une nouvelle vitesse au temps suivant. Pareil, j'intègre les vitesses pour obtenir une nouvelle position au temps suivant. Et puis, entre guillemets, là, si on est en animation 3D, bah, on fait l'affichage de notre maillage à ce temps-là. Et puis, je boucle, donc boucle infinie, et donc je passe au pas de temps suivant, etc. Donc voilà la boucle de simulation qu'on avait vue hier. Et donc là, le cours d'aujourd'hui, c'est la suite du système mass-ressort qu'on a vu là, qu'on a vu hier, pardon. Donc hier, je vous avais montré un certain nombre d'images ou de vidéos. Je peux essayer parce que j'ai pas pu vous montrer les vidéos hier sur la simulation de cheveux. Je tape 2 secondes pour trouver le lien parce que on n'arrivait pas à faire les partages. Dans Google, je vois si je trouve un truc sur YouTube. Ouais. Alors,
premier lien que je trouve, je le mets dans le chat si j'y arrive. Tac. Je pense que vous pouvez cliquer dessus. Là, c'est quoi? Je suis tombée sur la simulation apparemment faite par Pixar. Du coup, je sais pas du tout à la vidéo, je la connais pas. Donc, en tout cas, on voit un. Donc, désolé, il y a encore un camion qui nettoie la rue qui passe. On voit un personnage de Pixar, donc je sais pas comment elle s'appelle, et donc ils avaient fait apparemment une belle simulation de cheveux pour ce personnage-là. Si vous allez au temps 43, 40, on commence à voir, donc ils font des vidéos des vrais cheveux. Ah oui, c'est pas mal ça. Hop, je fais une pause à 48, on voit le code qu'ils sont en train d'écrire pour la simulation de cheveux. Donc je sais pas si vous voyez ça, mais c'est en fait c'est exactement la force K delta X qu'on leur voit écrire dans le code. Je sais pas, est-ce que tout le monde voit ça? Dites-moi dans le chat si vous êtes sur la vidéo et vous arrivez à voir ça. Ouais, ok. Donc je remets en route ma vidéo pour voir ce qu'ils font. On voit l'avatar avec bah, le cheveu, hein, c'est il faut pas en mettre qu'un, il faut en mettre toute une chevelure. Donc ça veut dire que donc chacun des cheveux, c'est un système masse-ressort comme on a vu hier. Il doit en mettre plein dessus. Ça veut dire qu'il faut gérer hein, les collisions entre les différentes mèches, c'est pas évident. Et puis en plus là, le personnage, bah, il bouge, donc il faudra gérer toutes les collisions avec, par exemple, mon épaule, etc. Ok, donc là on la voit bouger. Je me mets à 1 minute 32. Il nous montre un ressort. Donc on voit bien le mouvement d'un ressort. Alors, corps, parce que ça veut dire noyau du ressort, je sais pas trop. Ah oui, ils ont rajouté quelque chose interne dedans. Ah, j'avais jamais vu ça. Donc apparemment, à l'intérieur du ressort, ils ont rajouté une barre. Ça doit modifier un petit peu le comportement du ressort. Et donc, ça fait des belles images. J'essaye de trouver, moi, d'autres vidéos plus scientifiques. Mince. Tac. Alors là, c'est la vieille vidéo qui date de 2006 de Florence Bertheis. Ok, ouais, moi j'avais coupé le son, j'ai pas écouté ce qu'il disait. Bah, je regarderai ça. Donc je vous envoyais une nouvelle vidéo. Donc là, c'était celle où j'avais mis les images dans mon cours. Donc pour l'histoire, Florence, elle a fait sa thèse à Grenoble un petit peu après moi, parce que moi j'ai fait ma thèse aussi à Grenoble. Elle a été financée par L'Oréal. En fait, l'idée après, c'est aussi de voir, donc il y a le fait de rajouter une chevelure sur des avatars, mais l'aspect plus sérieux pour les réels, c'est après pour mieux comprendre aussi le comportement du cheveu quand on rajoute des choses dessus. Oula, elle est toute pourrie la vidéo, moi de mon côté. Ah, c'est celle que je voulais vous montrer hier, mais alors je sais pas si vous la voyez mieux que moi, mais moi elle est toute floue. Donc en tout cas, ce qu'on voyait, c'est que je suis à 3 minutes 28 là. Ils prennent. Alors, quand on fait de l'animation en 3D, la première question, enfin la grosse question, c'est comment je valide que ma simulation elle est jolie, elle est réaliste, etc. Et une des choses qu'on peut faire, bah, c'est qu'on filme la réalité. Donc là, on filme un cheveu réel, on le tord dans tous les sens, et puis on essaye de voir si la simulation peut reproduire la même chose. D'accord, donc c'est une façon de faire par la vidéo. Et donc là, elle montre bah, il bouge une mèche de cheveux, plus ou moins raide. On filme le comportement et puis on va voir si la simulation arrive à reproduire ceci. Je regarde un moment la vidéo qui est bien.
Donc après, il y a toutes les équations qui sont employées là pour cette simulation. Et puis je suis à 14 minutes 49. Donc là, on voit vraiment une seule mèche qui a été modélisée. Et puis ils essayent de. Donc on aperçoit un petit peu les points entre guillemets intermédiaires de cette mèche. Et ils font varier justement le nombre d'éléments là pour modéliser cette mèche-là et pour voir la différence de comportement qui en déduit. Pendant qu'elle finit, j'essaye de regarder, mais je ne me rappelle plus du nom de l'auteur. Si je retrouve les vidéos que j'ai sur ma machine, mais que j'arrive pas à vous faire passer. Je suis sur une vidéo, mais il n'y a que c'est eux, mais. Donc je mets dans YouTube une autre. Je vais voir si c'est bien. C'est les auteurs que je cherchais, sinon je remettrai son nom. Donc vous mettez à. Vous allez peut-être avoir des pubs. À 15 minutes 57, on voit le résultat sur un avatar de toute la chevelure qui simule. Donc soit elle est raide, soit elle est plutôt frisée. Donc là, ça date aussi, 2008, donc ça a 12 ans, ce type de vidéo. Donc toujours présenté. Donc ça, c'est les vidéos, je vous disais, en tant que chercheur, on publie nos résultats. Et forcément, en animation, en informatique graphique, on met des vidéos associées pour montrer que ça fonctionne. Donc là, c'est une vidéo associée à une publication de SIGGRAPH, donc la grande conférence internationale de 2008. Bon, c'est pas celle que je connais. Et je remets le premier SAD pour moi. Donc c'est Ronald. Je recherche une autre et puis après je repasserai mes slides. Bon, je trouve pas d'autres vidéos. Je les mettrai. Ouais, non, je peux pas les mettre facilement. Sur ma page web, j'allais dire. Donc en tout cas, hier, on a vu avec System As Ressort. Donc en indé, on simule des cheveux. Donc en indé, je fais simplement une ligne de masse avec connectée ensemble par des ressorts. Je peux simuler des cheveux, quelque chose en indé. Si maintenant je rajoute dans les deux directions des ressorts, bah hop, je crée des surfaces. Et donc là, c'était les simulations de tissus qu'on a vues hier. Et puis après, en 3D, on peut faire n'importe quel objet en 3D. Donc on met des ressorts dans la troisième direction aussi. Ok, donc ça, c'était voilà les vidéos associées à celui-là que je cherchais. Donc normalement, je les avais. Ah, je peux faire juste un dernier essai parce que j'avais une belle vidéo. Et il s'appelle Andrewsen. Je fais un dernier test pour la trouver. Bon.
il ne l'a pas mis sur... Je la trouve pas. Donc normalement, j'avais cette vidéo en ligne là, pour vous montrer parce qu'il décrivait un peu tout le cheminement pour faire cette belle simulation de cheveux. Donc il y a, en plus après avec les paramètres des ressorts, on peut s'amuser à faire plus ou moins raide. Et donc ce qui pose problème, hein, c'est toutes les collisions à gérer, bien entendu, sur toute cette chevelure. En 2D, il y avait, là j'avais trouvé des images avec ce lapin, donc forcément j'avais un lien internet. Attendez, excusez-moi, mais j'ouvre de mon côté le PDF pour le remettre, retrouver le lien. Hop, je vous donne le lien dans le chat. Ah oui, et vous, si vous avez le PDF de votre côté, en fait, vous pouvez aussi cliquer de l'autre côté. Donc là, il mettait, donc je sais pas si vous êtes allé sur la page web, donc le lapin, entre guillemets, en fait, il peut le modéliser par une surface, là, qui est les masses ressorts. Et tout en bas de la page, il y a aussi un code, une petite vidéo. Mais en fait, avant, il y avait la vidéo du lapin rouge, là, mais là, maintenant, c'est plus que des images. Et là, il y a aussi le lapin, là, qu'ils ont fait simulation de fluide. Mais avant, on voyait le lapin qui se déformait en masse ressort, donc ils l'ont enlevé. Donc c'est pour montrer, bah voilà, les applications un petit peu plus artistiques qu'on peut faire aussi avec ces systèmes masse ressort. Après, donc là, c'était simulation de tissu. Donc les applications simulation de tissu. Et là, la difficulté, c'est bah, quand je mets plusieurs tissus les uns sur les autres, donc c'est traiter les collisions de manière efficace qu'il y a entre elles. Et puis il y a aussi les autocollisions à gérer. Donc il y a le fait que bah, le tissu, s'il se replie sur lui-même, d'accord, il se met en collision ensemble. Et donc ça, c'est pas facile à gérer. Donc là, par exemple, dans le TP que je vais vous demander, on va pas gérer les autocollisions parce qu'il faut, ça demande pas mal de temps. Mais si on se met dans des situations où il n'y a pas trop d'autocollision, ça posera pas de problème. Donc c'était pour vous dire qu'en fait, au niveau recherche, il y a énormément de papier sur cette simulation de textile. Donc ces surfaces déformables à modéliser. Donc soit côté ludique pour les jeux vidéo, les films d'animation, soit le côté un petit peu plus sérieux où il y a, alors moi j'ai jamais regardé, mais il y a des sites web où on vous propose de voilà donner votre morphologie, ça fait un avatar un petit peu avec votre morphologie et puis vous essayez entre guillemets les habits virtuels dessus. D'accord? Donc c'est le type d'application qui peut être fait. Et puis aussi, ça peut être dans le monde du textile. Au lieu de faire à l'ancienne, bah, j'ai mon mannequin en plastique, je veux faire un nouveau vêtement, je découpe, etc. Bah, avant de passer à cette étape-là, bah, je fais tout sur l'ordinateur et donc c'est avec l'avatar 3D, le tissu où on peut paramétrer ses propriétés, comment il est fluide entre guillemets ou pas. Et ben, je peux voir un peu comment tombe mon habit sur cet avatar en 3D. Donc voilà le type d'application qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est pour la CAO avancée un peu des créateurs de vêtements. Après, si je fais en 3D, donc dans les trois directions, les tissus, donc ça fait, on peut simuler des organes, hein, des tissus mous. Simuler le comportement. Donc l'idée des masses ressorts par rapport à d'autres méthodes, je le rappelle, c'est que les temps de calcul sont beaucoup moindres, donc c'est beaucoup moins compliqué qu'une méthode par élément fini que les mécaniciens préfèrent employer. Donc là j'ai mis des images, donc je sais pas quel organe qui était modélisé à gauche, avec un système masse ressort. Donc pour rappel, hein, donc l'objet à la base, il est discrétisé à un certain nombre de particules qui sont connectées entre elles par des ressorts. Et moi, je vous disais, bah, le lien facile à faire, nous, c'est que notre objet en informatique graphique, bah, c'est vu par un maillage surfacique ou bien volumique. Donc en tout cas, notre maillage, c'est un certain nombre de sommets connectés entre eux
par des arêtes, d'accord? Et puis après, tout ça, cette connexion peut aussi faire un certain nombre d'éléments. Et donc, du coup, une façon facile de passer du maillage au système masse-ressort, c'est de se dire, bah, chacun des sommets, c'est une particule de mon système masse-ressort, et chacune des arêtes, c'est un ressort. D'accord? Il y a dans les applications que je montre, il y a des applications qui sont en temps réel et d'autres qui sont pas du tout en temps réel. Alors là, j'avoue que je me rappelle plus des temps de calcul entre les. Généralement, les simulations de textile, elles sont en temps réel, hein. Là, le code du TP que vous allez faire, vous allez pouvoir faire bouger votre petit carré de tissu en temps réel. Et après, forcément, bah, ça dépend du nombre de particules et de ressorts qu'il y a. Donc, si vous augmentez, et puis ça dépend aussi de la machine que vous employez, ça peut arriver au temps réel ou ça peut demander un petit peu plus de temps de calcul. Mais l'idée du système mass-ressort, c'est quand même d'arriver à faire des choses en temps réel. Donc voilà, donc je disais l'application directe, maillage, système mass-ressort, c'est un sommet, c'est une particule, une arête, c'est un ressort. Et bien entendu, ce qu'on fait en fait dans la vraie vie, c'est que généralement, on a un beau maillage pour la visualisation. Donc avec, je dis n'importe quoi, 1 million de sommets et je sais pas combien d'arêtes qui connectent ces sommets. Donc ça nous permet d'avoir une belle résolution pour l'affichage. Et par contre, pour le modèle physique derrière, on va avoir un modèle plus dégradé, c'est-à-dire que j'aurai pas 1 million de sommets, mais plutôt, je sais pas, je divise au moins par deux, on va dire que 500 000, ou peut-être même aller par 100, plus 100 000. Et donc, j'aurais fait mes calculs que c'est 100 000 sommets, c'est 100 000 particules. Et après, il y a des liens. Donc, ça peut être juste une interpolation. On appelle ça un mapping. Faire le lien entre la représentation visuelle de mon objet et puis les calculs effectifs, ils sont faits sur un maillage un peu plus dégradé, d'accord? Et puis, bah, il faut que je fasse le lien entre les deux et pour que ça se voit pas, entre guillemets, que j'ai pas fait les calculs à chacun des sommets. Donc ça, c'est le mapping qu'on fait généralement. Donc les ressorts là qu'on a vus hier, et ça fait des rappels pour ceux qui n'étaient pas là. Donc un ressort, c'est caractérisé par un certain nombre de paramètres. Je me cherche une nouvelle feuille, mais c'est ce qui est marqué ici. Donc le ressort, on le schématise là, par le Zwig-Zwig. Le zigzag. Je cherche quelque chose, voilà. Hop. Donc j'ai mon ressort. Donc un ressort, hop, c'est comme ça. Ok, c'est ce que vous voyez. Généralement, il connecte au minimum 2 particules. Je sais pas, je les appelle I et J. Les caractéristiques, c'est la longueur au repos du ressort. Donc, c'est-à-dire, j'ai mon ressort dans la main, je touche pas, quelle est sa longueur? Et en gros, nous, c'est je charge le maillage, sa longueur au repos, bah, ça va être la distance initiale, la taille, la norme initiale de mon arête entre mes deux sommets, entre mes deux particules. Un coefficient, un paramètre physique, c'est le coefficient de raideur, on l'appelle K. Donc ça, c'est le premier type de ressort. Après, on peut l'amortir un petit peu, c'est-à-dire réduire un petit peu. Donc, je suis en train de tirer dessus, il revient très vite, et puis je veux qu'il revienne un petit peu moins vite. Donc, je rajoute un amortissement. Donc, vous voyez le dessin, là, c'est le deuxième dessin. Et la partie amortie, on la schématise comme ça en mécanique, d'accord? Donc ça permet de ralentir le mouvement dans la direction du ressort. Ah oui, et le problème du ressort, hein, forcément, c'est quelque chose de linéaire. Donc sa déformation, elle est que dans la direction du ressort. D'accord? Quand on a vu les équations qui vont sans doute apparaître dans les slides suivants, là, une force, c'est un vecteur, d'accord? Et nous, le vecteur, c'est par rapport au vecteur unitaire UIJ qui est dans la direction du ressort. Donc, j'arrive à faire la déformation que dans la direction du ressort. Donc, si je veux faire déformer, là, par exemple, cette feuille, cette surface, il va falloir que je rajoute des ressorts dans un petit peu toutes mes directions pour que ça simule ces différentes déformations. Et si je faisais en 3D, bah, il faut bien rajouter dans les 3 directions. Donc, au minimum, là, en 2D, c'est comme ça, là, la surface. Et puis même, il faudrait rajouter des ressorts comme ça, et puis d'autres ressorts pour ajouter tous les mouvements possibles. Mais donc,
la déformation, c'est que dans une direction. Je regarde, ouais, je vais avoir les reformulations. Donc, la première chose aussi, c'est mes particules, elles ont une certaine masse. Donc, on a vu hier toute la dynamique newtonienne, elle reposait sur le fait aussi que les objets ont une masse. Donc là, mes particules, elles ont une masse MI et MJ. Si le but du jeu, c'est de modéliser un objet dont vous connaissez la masse globale, bah, on va répartir cette masse sur ces différentes particules. Donc là, je vous disais, j'ai un objet de masse M, d'accord, je sais pas, j'ai cet objet-là, il fait une masse M, je discrétise un certain nombre de particules, et puis bah, je vais répartir cette masse sur mes particules, et je vais faire en sorte que la somme des masses de mes particules soit égale à M, la masse de mon objet. Ok. Donc voilà la formulation des forces qu'on avait vues hier, dues au ressort. Donc là, regardez le petit schéma. J'ai une particule rouge qui est connectée à un certain nombre de particules vertes. La boucle de simulation, je vous ai dit, la première chose à faire, c'est calculer les forces qui sont appliquées sur mon objet. Donc là, ça veut dire que dans mon système masse-ressort, la première chose à faire, c'est calculer les forces qui sont appliquées sur chacune de mes particules. Donc, je dois calculer la force appliquée sur la particule rouge par les particules vertes. Donc, ça veut dire que je vais calculer la force due à chacun des ressorts qui sont connectés entre le vert et le rouge. Donc, vous regardez la première ligne d'élasticité, là. Donc, on a vu que la force due à un ressort F, c'est moins, enfin, ça dépend dans quel sens on a mis, là, il n'y a pas le moins qui apparaît, moins K delta L. D'accord. Le moins, c'était pour faire la force de rappel. K la raideur, je sais pas où je suis. K la raideur. Et puis le delta L, c'est la différence de longueur entre la longueur au repos et puis la longueur actuelle. Donc si je regarde l'équation, ma longueur au repos de mon ressort, là, je l'ai appelée entre I et J, L, I, J. D'accord. Et la longueur actuelle du ressort, bah, c'est la norme entre ma particule I et ma particule J. Donc du coup, ça me fait ma norme avec entre xi, donc la position de la particule i, moins xj, la position de la particule j. Et tout ça, hein, c'est fait au temps t, donc c'est pour ça que le paramètre, c'est au temps t. OK. Et puis, donc, toute la partie à droite de mon équation, c'est mon vecteur unitaire uij, donc c'est dans la direction, là, je vous ai disais de mon ressort, donc le vecteur unitaire, je l'ai en faisant, c'est le vecteur entre i et j, donc c'est xi moins xj divisé par la norme de xi moins xj pour prendre ce vecteur unitaire. OK? Donc ça, c'est la partie élastique du ressort, et la partie que je disais amortissement, d'accord, due à cet amortissement, c'est ce qu'on appelle aussi viscosité. C'est à peu près la même formulation, mais on regarde l'amortissement, c'est pour réduire les vitesses. Donc cette fois-ci, c'est pas les positions qui apparaissent dans l'équation, mais c'est les vitesses. Donc c'est les x' qui apparaissent, et c'est pas la raideur qui apparaît, mais c'est un coefficient d'amortissement, pareil, hein, c'est un paramètre qu'on aura dans notre simulation. Donc la raideur, c'était KIJ, l'amortissement, c'est le nu IJ que vous avez au début de l'équation. Avant, je regardais les positions. Maintenant, je regarde les vitesses. Donc, c'est la différence entre x' de i, la vitesse de ma particule i, moins x' de j, la vitesse de la particule j. Et puis, multiplier, enfin, c'est un produit scalaire. Attention, mon point, c'est un produit scalaire par le vecteur unitaire uij. Et puis, je remets aussi par rapport au vecteur uij pour remettre dans la direction pour avoir une force. D'accord? Donc là, toute la partie entre parenthèses, c'est un produit scalaire, donc ça me donne un scalaire, ça me donne un nombre. Et le but du jeu, c'est d'obtenir une force. Donc ce scalaire, je dois toujours le multiplier par mon vecteur uij pour bien avoir au final un vecteur. OK, donc ça, c'est les forces dues à un ressort entre I et J. Et donc si je regarde la première ligne, le but du jeu, c'est de calculer toutes les forces appliquées sur ma particule rouge. Donc je fais la somme sur tous les voisins. Donc ça veut dire il faut que je trouve tous les ressorts là. Donc là, c'est la connexion entre toutes les particules vertes et la particule rouge. Pour chacun de ces ressorts, donc je fais la partie élastique et la partie visqueuse. Ça veut dire que aussi, donc si j'implémente ça, ça veut dire qu'il faut que j'ai une structure de données qui me donne la connexion
entre chacune de mes particules, c'est-à-dire que quand je suis, entre guillemets, je considère la particule rouge, que je connaisse l'ensemble de ses voisins, que je connaisse l'ensemble de ses particules vertes. Donc, par exemple, dans le code que vous allez avoir, bah, vous avez déjà cette connexion que j'ai créée. En fait, je charge le maillage et du coup, je crée mon système masse-ressort en regardant pour chacun des sommets quelles sont les connexions avec les autres sommets dus à la structure qu'on a usuellement pour les maillages. D'accord. Et je crée le système masse-ressort comme ça. Donc là, oui, aussi, en TP, je vous fais le choix de vous donner un code de TP. Donc, le problème, c'est qu'il faut le comprendre, mais au moins tout ça, c'est prêt. Donc, si jamais vous aviez à coder vous-même le système masse-ressort, bah, il faut vous dire quelle est la structure que je mets en place pour faire cette connexion, pour que quand je suis sur une particule, je connaisse ses voisines pour pouvoir faire facilement tous ces calculs-là. Autre chose, quand je fais ce calcul, il y a deux façons de faire. Soit vous faites en gros une boucle sur chacune des particules, et pour chacune des particules, je calcule chez force. Ou bien vous faites la boucle sur chacun des ressorts, d'accord? Voilà toutes les ressorts que j'ai dans mon système masse-ressort. Et quand je considère un seul des ressorts, je fais à la fois le calcul pour la particule I, et puis je fais en même temps le calcul pour la particule J. D'accord? Donc, je redis, le système masse-ressort, il faut calculer les forces dues à chacun des ressorts sur les particules. Donc, soit je boucle sur les particules, soit je boucle sur les ressorts. D'accord? Donc ça, c'est les forces dues à mes ressorts et c'est les forces dues au modèle physique. Donc le système masse-ressort, c'est ça. Si vous utilisiez un autre modèle physique, ce serait autre chose. Et à cela, on rajoute toutes les autres forces du système. Donc celle qu'on a vue hier, simplement la gravité, P égale moins mg, force de gravité pour faire en sorte que votre tissu, là, par exemple, au départ, il est comme ça, et puis dû à la gravité, il devient de cette forme-là. Après, on pourra rajouter, là, je vous ferai interagir, donc on peut faire bouger un des coins du tissu, d'accord? Ou bien, je vous dis, vous faites une sinusoïdale pour simuler un drapeau là qui est fixé à un endroit, et puis par contre qui est soumis au vent. Donc, vous rajoutez toutes les forces que vous voulez. Donc, premier calcul, la somme des forces. Et puis après, la boucle de simulation là que je vous ai rappelé tout à l'heure. Donc, j'ai calculé les forces. À partir de là, somme des forces égale ma, je peux calculer les accélérations en divisant les forces par les masses. Et à partir de là, on utilise les schémas d'intégration numérique qu'on a vu hier pour calculer les nouvelles vitesses au pas de temps suivant et les nouvelles positions. Je peux faire l'affichage. Ça va pour tout le monde là, ce rappel déjà de la boucle de simu et sur le système masse-ressort? C'est OK ou pas? Ça va? Donc ça vous permet de faire là un rappel pour hier, là, avant le TP. Et puis, si je veux aller un peu plus loin, donc le système masse-ressort, OK, c'est simple, etc. Ça permet normalement de faire du temps réel. Bon, selon le nombre de particules que vous considérez, le nombre de ressorts, vous arrivez à faire du temps réel. Mais donc, tout modèle simple, il a ses inconvénients. Donc la première chose à dire, c'est le but du jeu, c'est de créer ce système masse-ressort à partir d'un objet. Donc c'est système masse-ressort, il faut positionner des particules, mes masses, et les ressorts. Donc où est-ce que je mets la connexion là entre ces particules? Où est-ce que je positionne mes ressorts? D'accord? Donc là, on montre, j'ai mis différents exemples. Donc où je connecte mes particules par mes ressorts. Donc la première ligne, tout va bien. La deuxième ligne, là, attention, là j'ai fait mon petit carré là. Donc position initiale, là je charge mon maillage, tout va bien. Hop, mais tout d'un coup il y a des forces qui s'appliquent assez fortement sur mon système là. Et puis, tout d'un coup, il commence vraiment à trop se tordre, donc ça va pas. Donc, première idée, c'est que je vais rajouter des ressorts intermédiaires. Donc, c'est la troisième ligne où, je vous disais, là, dans le code que je vous donne, je crois que j'ai rajouté déjà ce ressort-là intermédiaire qui évite un petit peu de se plier. Et puis, si je rajoute que dans cette direction, ça va faire en sorte que
vous allez voir là votre simulation de textile, bon, j'exagère un peu, mais ça va créer en fait une direction privilégiée de déformation qui est pas forcément terrible. Donc, autre chose, hein, vous pouvez rajouter par exemple des ressorts dans les deux sens, quoi. D'accord? Donc la première chose, en fait, c'est que quand je crée mon système à ce ressort, bah, comment je positionne mes ressorts pour que ça soit plus ou moins réaliste. Et ça va aussi dépendre de l'application. Donc selon ce que vous voulez faire comme mouvement à vos tissus, bah, vous allez rajouter des ressorts ou pas, quoi. Donc là, j'arrive pas bien à voir, mais là c'est une capture d'écran du tissu. Alors je vais juste essayer justement voir si le partage d'écran marche. Donc je lance. Là, vous ne voyez pas du tout, hein. J'ai lancé mon application et j'essaie de partager l'écran. Est-ce que vous voyez un écran bleu ou pas qui est apparu devant vous? Ah, je vois plus le chat. Dites-moi si vous... Non. Et on voit... D'accord, et je sais pas... Attendez, je regarde 2 secondes quand même. Ah, partager... de réunion. Ouais, l'écran bleu, il est là. Vous le voyez ou pas? Je sais pas comment voir. Ah oui, donc... Ouais, c'est bon. J'ai fait une fausse manip. Alors, je recommence. Donc là, sur le slide, vous voyez une capture d'écran de la simulation que vous allez faire là pendant le TP et j'ai fait un zoom et donc on voit bien que mon maillage là, enfin les ressorts, c'est le maillage triangulaire que j'avais initialement et donc du coup j'ai vraiment que la connexion là en triangle qu'on a. Et donc ça va faire un peu que le tissu il est entre guillemets penché dans un sens, quoi. Donc ce que je vous disais, il est possible de rajouter des ressorts, donc il y a eu pas mal de papier là-dessus. Et vous pouvez, pendant le TP, là, donc je vous ai dit la première simulation de base à faire, donc je vous le dirai tout à l'heure. Et après, vous rajoutez des choses. Donc une des possibilités, bah, c'est de rajouter des connexions entre les ressorts. Donc si je regarde l'image de gauche, donc on voit la particule rouge, elle est connectée directement à ses voisines là déjà avec les arêtes vertes. On peut rajouter encore la connexion. Donc ça fait, donc vous imaginez les déformations qu'on peut induire avec ces deux ressorts. Après, si je fais la connexion avec les deux ressorts là qui sont en croix jaune, shear, ça veut dire le cisaillement. Donc on peut déjà un petit peu reproduire un cisaillement du tissu. Et puis après, il rajoute des connexions avec les particules voisines plus, là, les troisièmes particules voisines. Donc le bending, c'est flexion en anglais, donc c'est pour pouvoir faire ce type de mouvement déjà à mon tissu que je pourrais pas faire si j'ai pas cette connexion troisième, quoi. D'accord? Donc forcément, donc ça veut dire que dans votre structure de données, bah, il faut rajouter un peu ces connexions. Donc ça veut dire que il faut savoir, là, quand je suis sur la particule rouge, il faut que je connaisse ses voisines, entre guillemets, vertes, les voisins jaunes et puis les voisins en bleu. OK? Donc, il faut rajouter ce type de connexion, hein, c'est juste ça. Et puis, j'ai marqué là, j'ai mis l'image de droite, là, si je parle en particules I et J, bah, je vous ai marqué bah, quelles étaient les voisines. Pour donc shear, c'est le cisaillement et la flexion bend en bleu, bending. Donc voilà, en tout cas, système mass ressort, il peut être très simple. Et puis, pour pouvoir simuler un peu plus de
de comportement réel mécanique, bah, il faut rajouter plus ou moins de connexions. Ok, donc c'est la première question à se poser. Je veux créer un système masse-ressort pour simuler mon objet. Bah, système masse-ressort, c'est des masses et des ressorts. Donc, où est-ce que je positionne mes ressorts? Deuxième chose, je vous ai dit, donc un ressort, ça a des paramètres mécaniques. Donc là, j'ai fait apparaître que la raideur. Il y a aussi l'amortissement. Là, je rajoute nu. Ok. Hier, je vous ai dit que les mécaniciens, pour comprendre les objets déformables, là, ils prennent un objet déformable, ils appliquent une contrainte dessus. Donc, contrainte, c'est force sur la surface. Ils regardent la déformation induite et ils en déduisent un certain nombre de paramètres mécaniques. Les plus connus, c'est le module de Young et le coefficient de Poisson. Donc là, je vous ai montré, je vous mets un petit tableau qui fait apparaître justement ces coefficients-là pour un certain nombre de matériaux. Mais en tout cas, la question qui se pose, bah, c'est OK, voilà, je veux simuler la laine. On me donne les coefficients mécaniques, la vraie mécanique pour la laine. Donc là, c'est marqué la valeur 14. Mais comment je fais ce lien entre le 14 et mon ressort là, qui a une raideur et un amortissement? D'accord. Donc là, c'est des problèmes à part entière en recherche. Donc, c'est faire ce lien-là entre donc les paramètres mécaniques E nu, donc coefficient de Poisson, module de Young, et ma raideur K. Donc là, j'ai mis juste des captures d'écran. On avait fait un état de l'art en fait de toutes les formulations qui existaient. Donc c'est juste pour vous dire que c'est un problème à part entière qui est pas complètement résolu. Et puis là, c'est des papiers qu'on a fait nous au labo justement pour faire. On a réussi à faire ce lien correctement, mais dans le cas où on a juste, on a un cube au départ avec un certain nombre de connexions. Il y a aussi on a mis donc c'est pour simuler forcément des objets en 3D qu'on a donc discrétisé en un certain nombre d'hexaèdres. Et donc, il faut rajouter forcément des ressorts aussi à l'intérieur. Et puis, on a réussi à faire le lien entre justement les raideurs de mes ressorts et les paramètres mécaniques. Là, si vous regardez juste les équations, il y a le E qui apparaît, qui est le module de Young du matériau. Mais donc, c'était juste pour vous dire que bah, il faut réussir à faire ce lien-là. Donc, soit on arrive à écrire les équations. Nous, l'idée, c'était d'avoir une formulation qui fonctionne de manière générale, voilà, je me donne module de Young et paf, j'en sors la raideur. Donc c'est assez compliqué. Donc on a réussi à le faire sur un cube parce que bah, avec la symétrie, on arrive à simplifier pas mal de choses. Et maintenant, l'idée pour la suite, c'est par exemple, bah, maintenant, c'est mon objet n'est pas discrétisé en cube, mais il est discrétisé en tétraèdre, en prisme, en pyramide. Donc quelle est la formulation associée? Donc il nous reste à faire ça. Quand on fait donc là, c'est juste pour vous montrer, je vous disais tout à l'heure, on voyait avec les cheveux, pour prouver, entre guillemets, que mon animation, ma simulation, elle est correcte, bah, je peux faire une vidéo, bouger là ma chevelure et dire, tiens, voilà l'animation, on met les deux, la vidéo réelle et la vidéo due à l'animation 3D côte à côte. Et on arrive à se dire, bah tiens, regardez, c'est assez réaliste. Ou bien on fait entre guillemets, des vrais tests mécaniques. Donc là, c'est les tests dont je vous parlais des mécaniciens. Donc ils nous font le shearing, c'est le cisaillement, la compression, l'étirement, là, la tension, d'accord. On peut faire aussi la torsion, on fait tourner. Le bending, bah c'est en fait ça, c'est vraiment un test mécanique de base. J'ai pas un objet qui s'y prête. Donc imaginez, vous avez votre objet, donc généralement c'est une barre, hein, d'accord, j'en ai pas une sous la main. Ok, vous le mettez à état initial comme ça, je fixe, donc je tiens ce côté-là, je lâche de l'autre côté. Donc ça va faire une flexion. Là, c'est l'image de tout à droite, là en haut à droite de mon slide. Et en fait, on fait ce test-là parce que on a la vraie équation analytique de l'état de mes particules au milieu là. On appelle ça la flèche, en fait. Voilà, ça a cette forme-là. Et là, j'ai l'équation, hein, c'est une vraie équation mathématique, mécanique. Et donc, bah, du coup, il suffit simplement de regarder dans ma simulation la position de mes particules. Je regarde par rapport à l'équation mathématique et je peux vraiment quantifier l'erreur que j'ai.
Donc ça, c'est une façon de faire aussi pour nous dire, ah bah tiens, regardez, ma simulation, elle fonctionne bien. Et puis après, là, les images là, que vous voyez, c'est en bas, j'ai un modèle élément fini. Là, ce que je vous disais, c'est le vrai modèle mécanique que les mécaniciens emploient. C'est quelque chose qui est assez réaliste, d'accord. Donc après, on peut se comparer. Bah, regardez, et l'image à la ligne au-dessus, là où on voit les cubes de couleurs, bah là, c'est le résultat de ma simulation masse ressort et je la compare avec ce méthode élément fini. D'accord. Et puis, je peux dire ou pas si quantifier un petit peu l'erreur qu'on fait. D'accord. Donc, on fait ça pour tous les tests. Donc, le premier test, c'est j'appuie dessus sur mon cube, je regarde comment il se comporte. Mon cube, je lui fais faire une torsion, je regarde comment il se comporte, je lui fais faire un cisaillement ou je fais faire un étirement. Donc voilà en tout cas comment on arrive à dire si ma simulation elle est à peu près réaliste ou pas. Et puis à chaque fois, là, il y a des lignes. Hein, on avait fait varier le coefficient, le nu, le coefficient de Poisson qui nous permet de voir si on arrive à conserver le volume ou pas de l'objet. Donc c'était important pour si on veut simuler par exemple le comportement des organes. Un organe, c'est un objet qu'on dit qui est incompressible, c'est-à-dire que son volume, il change pas. Hein, vous faites une déformation, mais on perd pas de volume, donc c'est important de pouvoir simuler ça. Autre chose qu'on peut faire, bah, c'est les vidéos. Je disais comparaison entre la vraie vie et la simulation. Donc là, je me suis mis dans le PDF pour vous mettre dans le chat le lien. Je retourne. Hop. Donc voilà, cliquez là-dessus. Donc là, c'est toujours la même question. Hein. Je redis, je veux faire le lien entre les coefficients de la vraie vie, donc Poisson, module de Young, et mes raiders. Donc je vous disais, nous, on a essayé de chercher une formulation analytique, c'est-à-dire mon K est égal à quoi, d'accord, une formule. Ou bien il y a d'autres gens. Donc là, moi, ma vidéo, elle est partie. Je me remets au début. Je suis à 17 secondes. Alors, en haut à gauche, vous voyez un encadré où ils font la vraie simulation entre guillemets. Donc, ils ont un tissu je sais pas, ils ont mis 2 bandes en haut, d'accord. Ils font faire des mouvements au tissu. Donc là, je suis à 35 secondes. Donc, on voit tout le dispositif qu'ils ont mis en place. Et puis donc après avec la simulation, ils vont faire la comparaison. Donc là, je suis moi quoi à 50 secondes, on voit vraiment tout le dispositif. Donc il y a ce morceau de tissu et on voit bah, le but du jeu, c'est de filmer son comportement. Dans tout en haut, il y a des caméras et il va falloir ajouter de l'éclairage. À 1 minute 4, donc là, ils sont en train de à gauche, on voit le réel tissu qui est modifié. À droite, la simulation. D'accord. Donc là, ils peuvent comparer un peu le comportement, voir si c'est exact. Et puis maintenant, donc là, je ne sais pas si cette vidéo, là, c'est marqué Data Driven Estimation of Cloud Simulation Models. Donc l'idée, en fait, c'est à partir de cette vidéo, comment vous dire ça? Je suis en train de filmer le comportement du tissu. J'ai mon animation et à chaque fois, en gros, ils vont switcher, ils vont modifier les paramètres de Raider là pour faire en sorte que ça corresponde à la vidéo. Donc entre guillemets, un petit peu avant, on faisait ça à la main et puis maintenant avec l'IA, hein, on peut automatiser ça assez facilement. Donc en gros, grâce à la vidéo, à l'apprentissage en regardant la vidéo, eh ben j'arrive à modifier les paramètres de mes raiders dans mon animation 3D. D'accord. Donc là, dans ma vidéo, moi, je suis à 2 minutes. On voit les simulations en 3D et puis on voit un graphique. Alors, je fais une pause. Je me mets, par exemple, j'ai fait une pause à... Ah, j'ai fait une fausse manip. Hop, je fais une pause à 2 minutes, par exemple. Donc, faites aussi une pause à 2 minutes. Vous voyez un drôle de graphique à droite et en fait, c'est le comportement de l'objet, du matériel. Et en fait, on appelle ça en mécanique, c'est la loi de comportement. Et donc moi, eux, ils ont mis quoi, Strange. Donc c'est généralement, c'est la contrainte. Je fais un dessin en même temps et la déformation.
Je me remets sur la caméra que je vois. Donc ça, en fait, c'est un graphique, c'est la loi de comportement. En abscisse, on a la contrainte. En ordonnée, on a la déformation. On applique ça sur notre objet et on va voir le lien entre cette contrainte et cette déformation. Donc si je fais un peu le graphique qu'ils ont fait, ça fait ce type de graphique. Je me remets sur la vidéo. On appelle ça une hystérésis. Ça veut dire que je déforme mon objet. Donc j'applique une contrainte, ça le déforme. Je relâche. Il revient à peu près à sa forme initiale. D'accord? Mais il revient peut-être pas forcément par les mêmes états de déformation. Donc c'est pour ça que j'ai un premier graphe. J'applique ma contrainte, ma déformation, je relâche et il revient à son état initial, mais peut-être par un autre endroit. D'accord? Donc c'est ce qui explique ce genre de courbe et c'est ce qu'on appelle les lois de comportement. Et justement, donc quand on fait chacun de ces tests, là, je vous disais en mécanique, c'est pour faire apparaître ces lois de comportement. Ok, donc je passe un peu vite la vidéo pour voir s'il y a un truc intéressant. Bon, après, vous pouvez vous mettre, là je suis à 4 minutes 57, c'est pour vous montrer, après ils font bouger un certain nombre de paramètres dans leur simulation et pour voir si ils arrivent à vraiment à faire tous ces comportements-là. D'accord? Donc là, l'idée, c'est, je récapitule, j'ai un système masse-ressort, ok. Donc, je veux modéliser un objet avec un système masse-ressort, ok. Donc, je discrétise mon objet à un certain nombre de particules, je les connecte entre les ressorts. Donc, première question, c'est où est-ce que je positionne mes ressorts? Donc, on va se dire qu'on arrive à trouver une bonne position. Donc, première chose. Ensuite, il faut donner la raideur de ces ressorts. Donc, première chose, je fais au pifomètre. Hein. Là, je vous ai donné dans l'ETP, vous verrez que vous avez les premières valeurs. Vous pouvez vous les modifier un petit peu, mais vous allez voir que si on fait n'importe quoi, ça explose. Donc, dans la vraie vie, soit j'essaye de faire le lien vraiment mathématique, mécanique et avoir une formule, soit je fais des comparaisons entre des vidéos et puis à chaque fois, je tune mes raideurs en fonction. Et maintenant, avec l'IA, en plus, on peut un peu automatiser ça. Mais voilà, il y avait différentes pistes de recherche là-dessus pour faire ce lien-là. D'accord? Donc, c'est une réelle question et qui reste encore d'actualité, hein, parce qu'on n'a pas forcément. Moi, je vous ai montré, par exemple, on a réussi à avoir une belle formulation pour le cas où j'ai au début un maillage cubique avec un ensemble de cubes, d'éléments cubiques. Et puis, il faut réussir à faire cette formulation maintenant avec des tétraèdres, des prismes, etc. D'accord? Donc, je suis passée donc, vous pouvez arrêter la vidéo. Et d'ailleurs, moi, je vais l'enlever aussi. Après, donc, je repasse au slide suivant. En plus, on peut rajouter un peu plus de difficulté. C'est OK, j'ai fait mes connexions avec mes ressorts. J'ai une première connexion, mais en fait, je sais pas comment dire, au cours de la simulation, ces connexions, elles peuvent changer. Donc là, j'ai mis une image où on a un personnage, un avatar avec une belle robe. Et vous voyez à droite, en fait, ce qu'on a envie, c'est de se dire, je sais pas comment dire, les détails que je veux de cette robe, c'est au niveau des plis. Là, si je regarde à l'image à gauche, c'est au niveau des plis que je veux avoir des détails. Et puis il y a des parties lisses où il y a moins de détails. Donc j'aimerais avoir que mon maillage, au sens système masse-ressort, là, puisse s'adapter à mes besoins en termes de calcul. Donc c'est pour ça que quand vous regardez à droite, sur le pli, en gros, là, j'ai mis plein de connexions. Là, j'ai plein de ressorts. Le maillage, il est vraiment très fin. Donc, on a raffiné le maillage à cet endroit-là. Et puis, aux endroits lisses, je peux avoir un maillage un peu plus dégradé avec moins de... Donc là, c'est des triangles avec moins de triangles. D'accord? Donc, on a envie de pouvoir faire évoluer au cours de la simulation ces connexions. Donc là, c'est du raffinement de maillage au fur et à mesure de la simulation. Donc, slide d'après, là, on revoit avec un autre exemple. Donc, j'ai mon tissu qui est en contact avec une sphère. Donc, on voit à droite, là, vous voyez, il y a eu il y a plus de triangles au niveau des contacts avec la sphère que à gauche, là, où mes triangles, ils sont plus petits. D'accord? Donc, on raffine comme ça, en fonction des besoins, des calculs, des détails qu'on veut voir apparaître.
Donc encore une autre image. Donc là, c'est pour vous dire pareil qu'il y a de la recherche là-dessus, à ce niveau-là, sur ma connexion que je fais entre mes ressorts. Et en plus, au fur et à mesure de la simulation, je veux pouvoir modifier cette connexion et faire le raffinement de maillage. Donc je ne sais pas si vous avez eu des cours, par exemple, avec Raphaël Chen là-dessus. Elle, c'est au niveau maillage, il y a toutes ces problématiques géométriques. Et puis, on peut faire le lien avec la mécanique. Donc là, voilà, je vous montre un slide où c'est juste raffinement de maillage. Donc le maillage initial en A, d'accord, où il n'y a pas beaucoup de 1, 2, 3, 4, il y a 4 triangles. Et puis petit à petit, je veux pouvoir le raffiner pour arriver jusqu'à l'image D, où j'ai rajouté un certain nombre de connexions. Donc là, c'est point de vue géométrique, comment on arrive à faire ce raffinement de maillage. Donc si vous avez suivi les cours ou si vous en suivrez, il y a un certain nombre de méthodes géométriques qui existent. L'idée, c'est de créer plus de triangles à la fin, là, en D, mais des triangles qui conviennent aussi à la simulation. Il ne faut pas qu'ils soient mis n'importe comment. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'étapes intermédiaires à faire. Et après, moi, en termes de mécanique, c'est OK, à la rigueur, je vais voir Raphaël Chen, quelqu'un qui est spécialiste en raffinement de maillage. Elle va me dire, voilà mes techniques en géométrie pour faire ce raffinement de maillage. Moi, je suis entre guillemets, je fais de la mécanique, de l'animation 3D. Moi, ce maillage, pour moi, c'est un système masse-ressort. Donc, ça veut dire que quand je vais créer ces nouveaux triangles, ces nouvelles connexions, il faut que j'arrive à faire le lien avec mon système masse-ressort. Donc, ça veut dire que, voilà, la modification du maillage géométrique, ça induit un certain nombre de modifications de mon système masse-ressort. Et donc, ça va induire des modifications entre les connexions que j'ai entre mes particules. Donc, ça veut dire que ça induit aussi la modification du voisinage des particules. Je vous ai dit, il faut avoir une structure de données qui fasse ce lien-là pour que quand je vais calculer les forces appliquées à chacune des particules, je connaisse ses voisins. Donc, il faut que je mette à jour ça. Et puis, ça induit toutes les modifications des paramètres mécaniques. Donc, potentiellement, j'ai rajouté des nouvelles particules. Donc, rappelez-vous, j'ai ma masse initiale de mon objet. Je l'ai répartie sur chacune de mes particules. Donc, au lieu d'avoir 10 particules que j'avais au départ, j'en ai 100. Maintenant, cette masse, il faut que je la répartisse sur ces 100. Donc, ça veut dire que pour chacune des particules, la masse, elle va sans doute changer. D'accord? Donc, il y a ce recalcul de masse à faire. Et puis en plus, j'ai des nouveaux ressorts, et il faut que je les positionne. Donc, je les positionne sur les nouvelles arêtes dues à ce raffinement de maillage. Mais il faut que j'en déduise des nouvelles raideurs. D'accord? Donc, j'avais des raideurs initiales. Je dis pareil. Au départ, j'ai 10 ressorts. Maintenant, j'en ai 100. Forcément, les raideurs, elles vont changer pour tout le monde. D'accord? Il y a donc toutes ces modifications à faire. D'un point de vue géométrique, je raffine le maillage. Et d'un point de vue mécanique, comment je répercute cette modification géométrique sur mon système masse-ressort. Donc pareil, c'est encore des problèmes ouverts en recherche. On travaille dessus pour faire ça au cours de la simulation. Et ça veut dire aussi que pour nous, en mécanique, en simulation, c'est que quand je vais modifier ça, il faut que ma simulation, elle n'explose pas. Donc, il faut que ça soit stable, d'accord? Que ça induit pas des problèmes numériques et que des problèmes de stabilité. D'accord? Donc, c'est juste là un slide pour vous montrer. Là, c'est les travaux qu'on avait fait au laboratoire avec. Donc, c'était la thèse d'Elsa Fléchon et c'était avec Guillaume Damian que j'avais fait ça. Donc, c'est le lien entre la structure de données. Donc, on était parti sur des structures de données topologiques. Là, je ne sais pas si vous avez déjà eu des cours là-dessus. Et faire le lien entre ces structures de données topologiques et le système masse-ressort tout à droite, quoi. Et que donc, au cours de la simulation, j'ai ma boucle de simulation. Là, c'est l'encadré en rose. Potentiellement, je peux avoir des modifications, donc raffinées, et donc je dois mettre à jour tout ça. Donc, c'est l'encadré vert, là, pour mettre à jour tous les paramètres mécaniques. D'accord? Donc, ces changements topologiques, là, ça peut être pour faire... on fait des raffinements de maillage tous les combien? C'est la bonne question. C'est... en fait, alors, si je reprends le slide précédent, donc l'encadré jaune, là, enfin mon truc jaune, les modifications topologiques, généralement, on a des critères pour nous dire quand est-ce que je les modifie
ou pas. Donc ça peut être, donc il y a plein de critères qui existent. Des critères mécaniques, c'est ah, je vois que j'ai une contrainte trop importante là sur mes triangles. Donc je vais plutôt le subdiviser en plusieurs triangles pour que cette contrainte soit moindre sur mes triangles. Donc ça, c'est mécanique. Ou bien géométrique, bah, je suis en train de voir que si ça c'est mon carré, il est en train de s'affaisser, d'accord. Donc je suis en train de regarder par exemple ma surface, elle est trop réduite, ou bien je vois que mes triangles ils sont aplatis, donc c'est plutôt des critères géométriques et à partir de là je raffine. Ok. Et effectivement, donc je veux raffiner aux endroits, là je vous disais, de pliure. Et puis, bah, je veux raffiner justement ce qu'il dit, la personne dit, bah, j'avais une vidéo, mais là je pourrais pareil, je peux pas vous la partager. En fait, on a une vidéo où on montre, bah voilà, on a un objet, un tissu par-dessus, et ben tout le raffinement, ça se fait dans la zone de collision, justement. Donc c'est là où il va falloir, un des critères, bah, c'est j'ai une collision, bah, je vais raffiner à cet endroit-là. Donc ça, c'est raffinement de maillage. Et puis après, je peux avoir des changements topologiques, c'est dû à des déchirures. Donc le tissu, imaginez vous tirez dessus, donc à un moment ça se déchire. Donc là, vous pourrez faire aussi ça en TP de manière simple, c'est de se dire quand les arêtes de enfin quand mes arêtes et donc mes ressorts ont une certaine longueur que vous marquez en dur entre guillemets, bah vous dites c'est comme si je coupais mon ressort, il s'est déchiré pour faire que mon tissu se déchire. Ok, une façon de faire très simple. Sinon, il faut une structure topologique là qui gère ça et qui enlève réellement le ressort, quoi. Donc ça peut faire en 2D donc la déchirure du tissu ou bien en 3D. Là, vous voyez, on a découpé je sais pas, une autre barre là, elle est découpée en petits morceaux, quoi. Donc là, c'est l'aspect comment dire, comment je crée mon système masse-ressort, comment je l'optimise au terme de comment je fais la connexion entre mes particules avec mes ressorts que je peux faire évoluer, et puis comment je calcule les paramètres mécaniques de mes ressorts. Et puis après, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits sur le système masse-ressort, c'est déjà quelque chose de rapide. Et puis en plus, parce que c'est rapide, parce qu'il n'y a pas trop de calculs par rapport à des méthodes comme la méthode des éléments finis. Mais toujours pareil, on veut gagner toujours plus en tant que calcul. Donc, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits sur la parallélisation. Donc, hop, je vous donne le lien ici. Donc ça, c'était des travaux sur la parallélisation d'un système masse-ressort. Donc là, moi, je suis à 18 secondes dans la vidéo. Donc là, on voit pareil, simulation de tissu comme vous allez faire. Donc là, ils ont mis 3 tissus. On l'a vu un peu hier, cette vidéo aussi. Donc les tissus rentrent en contact les uns sur les autres aussi, et puis en plus il est en collision avec une sphère. Je suis à 37 secondes de ma vidéo, donc là il monte des comparaisons, donc toujours pareil, c'est des vidéos associées à des papiers, on veut montrer qu'on est meilleur que les autres. Je me remets, là c'est passé trop vite. Je me repasse à 42 secondes, là je fais une pause, ils montrent leur méthode, et après 2 autres méthodes, alors là c'est au niveau de la... comment dire, dans la méthode d'intégration, dans certaines méthodes d'intégration que je ne vous ai pas montré hier, il y a un système linéaire à résoudre. Et donc là, il compare différents systèmes linéaires. Donc le Jacobi ou le Gauss-Seidel, c'est un AX égale à B à résoudre. D'accord. J'ai une matrice A, un X à trouver, c'est l'inconnu, égal à B. Et donc, je me mets sur la vidéo. Et donc, ils ont un truc comme ça à résoudre selon la méthode d'intégration qu'on a utilisée. Il y a plein de méthodes, vous avez vu en maths, pour résoudre ça, qui sont pareil, elles ont des avantages, des inconvénients. Et là, ils sont en train de faire le calcul en parallèle de cette résolution-là. Et ils montrent que leur méthode, elle est beaucoup plus stable que les autres. D'accord. Donc là, je suis à 50 secondes, donc ils font des comparaisons. Et puis, ils ont fait ce calcul aussi en parallèle. Là, on n'a pas vu, mais le but du jeu, c'est d'utiliser soit la carte graphique, le GPU, pour faire ces calculs en parallèle, ou bien le différent cœur multicore de votre machine pour faire ça en parallèle. Et moi, pour l'histoire, j'ai soutenu ma thèse en 2003, donc ça commence à dater. À l'époque, il n'y avait pas encore toutes les cartes graphiques qu'on a actuellement.
Donc moi, le sujet de ma thèse, c'était justement faire le lien entre le calcul parallèle, mais vraiment au sens des grosses machines multi-CPU qu'on avait à l'époque, et l'informatique graphique. Donc je faisais ma simulation de tissu sur des grosses machines multi-CPU, hein, parce qu'on n'avait pas non plus ça sur les machines de travail. Et donc c'était comment j'arrive à faire ces calculs en parallèle en utilisant plusieurs machines, hein. C'était, vous imaginez des machines qui sont connectées entre elles par le réseau, des grappes de PC. Donc là, dans la vidéo, bah, ils font après toutes les collisions qu'ils veulent avec. Là, c'était un entonnoir. Moi, j'ai vu à 1 minute et quelques. Après, à 2 minutes, ils ont le tissu qui sont retenus et puis ils lancent une balle dessus qui crée des déchirures. Donc changement topologique de l'objet et puis la simulation, elle est robuste, elle craque pas. Après le test qu'ils font, bah, ils ont mis 3 lignes de ressort et ils font les torsions là. Ils voient le comportement qui se produit et en plus ils font tomber un pavé dessus pour faire tout ça, pour voir si c'est robuste et tout. Et puis après le tissu il tombe sur une chaise, et donc il faut traiter les collisions et les autocollisions avec ça. Et puis après on a un rideau hein, sur une fenêtre. Et puis voilà. Donc là, c'est la vidéo, elle montre pas mal les changements topologiques. Et puis en fait, à la base, c'est un papier sur le calcul parallèle qui explique bah, comment ils ont réussi à faire ça en parallèle. D'accord. Donc c'est la suite de mes slides qu'on va pas regarder aujourd'hui. J'ai mis mais voilà, c'est le calcul parallèle et je vous mets juste ce slide-là pour dire que pareil, si on fait du parallélisme, donc le but du jeu, c'est de répartir les calculs sur soit sur la carte graphique ou bien sur différents corps. Et j'ai une première structure donnée par mon système masse-ressort, et puis je vais peut-être la réassembler un petit peu pour que on gagne en efficacité au niveau de la parallélisation. D'accord, donc c'était un papier là-dessus. Donc voilà, on va pas s'étendre là. Donc voilà là pour le cours. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà sur cette partie-là. Je fais au passage une image pour voir la présence. Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi si vous avez des questions. Vous êtes encore là? Ok. J'ai pas trouvé que les structures de données topologiques c'est important. Comment dire? Quand on crée un maillage, je sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs structures de données qui existent pour gérer, pour connaître la connexion que j'ai entre mes sommets, entre eux, dû aux arêtes, d'accord? Savoir qui est adjacent de moi, quels sont les éléments adjacents. Et il y a des gens qui ont créé des structures vraiment dédiées au fait que je veux savoir rapidement quels sont mes voisins et je veux pouvoir modifier aussi comme je veux de manière efficace ce voisinage, d'accord? Donc il y a des structures de données dédiées à ça et donc l'idée c'était d'essayer d'utiliser ces structures de données dédiées à ça et de rajouter de la mécanique dedans, d'accord? Donc c'était juste voilà, c'est comment faire ça de manière efficace. Bah ou dit autrement, vous verrez votre code là. Dites-vous maintenant que je veux changer de manière efficace ma connexion que j'ai entre mes sommets et comment vous pourriez faire ça. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça avec la structure de base qu'on a. Donc, voilà. On va se mettre sur Discord. Alors je sais pas si vous avez tous testé d'y aller. Moi je le lance là 2 secondes comme ça. Si tout le monde a dû recevoir le lien, donc c'était dans les mails que vous avez eu, que je vous ai envoyé. On va se mettre sur Discord. On va se mettre donc dans Discord. Moi là, je l'ai lancé.
J'ai appelé ça MIF 30, c'est quoi? MIF 37 avec vous. J'ai un message, je regarde ce que c'est. Ok. MIF 37 et on se mettra, il y a des salons vocaux. Ah, super, vous y êtes tous. Donc on se mettra sur le salon vocal. Alors je vais couper la réunion du WebEx parce que je pense que les deux en même temps ça va pas être terrible. Donc à tout de suite là sur le Discord.